Et bonsoir à tous. Ce soir, on va traiter de Rokugan et de la légende des 5 anneaux. On va le traiter de manière très particulière. On va résoudre un mystère qui traîne depuis des temps. Pain au chocolat, chocolatine, les rôlistes ont trouvé mieux. LFR, PS4 ou LFR, PS5. Mystère. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de la légende des 5 anneaux. Qu'est-ce que c'est ? C'est une dystopie du Japon médiéval qui a été transposée dans un univers, on va dire médiéval fantastique, avec la thématique du Japon médiéval. Une petite pincée de Chine et une petite pincée de Mongolie. Et là, on obtient Rokugan. Je schématise, évidemment, c'est beaucoup plus complexe, notamment avec l'aspect Heroic Fantasy qui arrive. Des dynasties, des clans qui s'affrontent pour obtenir le pouvoir, des descendants des dieux, les kami, enfin, tous les mythes et légendes que vous pouvez imaginer. Pour traiter ce sujet épineux, ce soir, j'accueille 2 personnes. Tout d'abord, un être qui a donné ses lettres de noblesse à l'accent du sud-ouest de Rokugan. Un être qui a mis en haut de l'affiche le clan du Tanuki. Oui, il n'existe pas dans la légende des 5 anneaux, mais lui l'a ajouté. Cette personne sera incarnée par le divin, le puissant, Jérôme. Et bonsoir tout le monde. Et je tiens à noter déjà qu'il y a de la diffamation, car le clan du Tanuki existe et on le doit à la V4. Ah, tu apporteras cette rectification importante. Mais face à lui, nous allons avoir une belle contrepartie. Il descend des cieux, les kami eux-mêmes l'ont béni. Certains même disent que c'est un kami lui-même. Il descend des plus hautes constellations. Il descend parmi nous. J'ai nommé Orion, le représentant des kami et de la V4. Bonsoir à tous. Eh bien, voilà, prends-en de la graine. Ouais, non, mais je veux dire que niveau de neutralité, là, t'es bon, hein. Ah ben écoute, il n'y a aucun problème. Il y en a un qui a un descendant divin et l'autre qui a créé le clan Tanuki. Voilà. C'est pas mal aussi, point de vue neutralité. Exactement. Il y en a qui sont, tu vois, au niveau de la Terre, il y en a d'autres qui viennent du Ouais, ciel. mais je te rappelle qu'à Rokugan, certains clans mineurs deviennent clans majeurs. Ah là 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 là, on part sur les chapeaux de roue. Donc, nous allons commencer tout d'abord par regarder l'univers global de la légende des 5 anneaux. Je vous ai fait une présentation, les uns après les autres. Je vais vous demander si vous avez une autre vision. Pour l'instant, on ne parle pas de version. J'ai peut-être oublié des choses dans la présentation. Comment vous voyez la légende des 5 anneaux ? Je vais commencer. Allez, pour commencer, c'est toi, Jérôme. Comment je vois la légende des 5 anneaux en termes d'univers ? En termes d'univers, comment tu devrais le présenter, toi ? Bien, tu l'as très bien décrit, hein, univers, on va dire, médiéval fantastique nippon. Alors, pas si fantastique que ça, parce que, en gros, tout ce qui traite de légendes fantastiques fait partie itinérante du folklore japonais de base. Tout ce qui est kami, yokai et divinités, on les retrouve. Donc, à part peut-être quelques trucs qui font un peu plus, on va dire, seigneurs anneaux comme les gobelins, les ogres et les trolls, mais dans la plus grosse majorité, on est vraiment à fond dans le folklore que l'on peut avoir dans notre monde à nous. D'accord. Et puis, pour le côté, on va dire, il y a un petit côté aussi, pour ceux qui aiment bien ça, 32 fer avec les clans majeurs. C'est vrai que quand on voit les archétypes des clans majeurs et le système féodal, fait très penser aussi aux 32 fer, avec les grandes maisons. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit truc comme ça. Maintenant, écoute, Jérôme, je te propose de nous donner ton interprétation, toi. Comment tu vois, comment tu devrais présenter les 5 anneaux. Pas Jérôme, Orion. Tu vois, le Tanuki a double pouvoir. Exactement. Mais je m'incline. Le livre des 5 anneaux, parce que la VF de la 4e édition parle du livre des 5 anneaux.
tout à fait, est un univers qui effectivement est relatif au médiéval fantastique oriental au sens large. Tu as dit, hein, il y a des inspirations japonaises, mais pas que. Et traite de la mythologie japonaise dans ce qu'on peut, nous, en tout cas, en avoir comme représentation. Ce qui permet à des joueurs qui ont connu ces premières éditions, et même encore aujourd'hui, de se projeter dans un univers évidemment fantasmé, très oriental, dans lequel il va prendre place dans ce système de caste, le principe du samouraï, parce que nous jouons globalement des samouraïs, avec un fort niveau d'honneur qui transparaît, et évidemment des touches surnaturelles, avec tout ce qui se passe, l'ombre et le foulingue, etc., les divinités, les kami, on va dire, le kami, qui est passé du côté obscur. Voilà. Et ce qui permet d'ailleurs de jouer aussi avec les antagonistes. Et pour moi, ce système est vraiment un système qui marche par stéréotype. En fait, en quelques mots, on sait identifier un clan et se représenter dedans. Et ça marche très très bien. Je trouve que c'est une bonne formule qui a beaucoup plu à la sortie du jeu. Et voilà, donc c'est aussi quelque chose de fondateur. Le système de jeu, dès l'origine, dès la V1, était aussi révolutionnaire par rapport au D20 qu'on lançait ou au dé de Warhammer qu'on lançait. Donc voilà, c'est un peu une petite révolution dans l'univers rôliste que la sortie de L5R aux origines. Oui, et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est une version un peu occidentalisée. C'est-à-dire qu'il y avait Bushido pour les plus anciens, vous connaissez, et là c'était très strict, c'était très en respect avec l'univers japonisant. Et là, ce qu'a apporté l'édition de base, la première édition, c'est une occidentalisation de la mythologie japonaise et surtout du médiéval japonais. Oui, puis en plus, il y a vraiment clairement des influences. C'est vrai que Foulingue, l'Outre-Monde, c'est carrément un reflet miroir du Mordor et de Sauron du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est vrai, très juste. Très, très juste. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Par contre, j'aimerais bien préciser un point pour certains, surtout les débutants qui découvrent L5R. C'est un retour que j'ai beaucoup entendu, moi, parmi des nouveaux joueurs qui connaissent pas trop le jeu. C'est qu'ils trouvent que c'est un jeu qui fait peur, un peu un univers qui fait peur, car il est trop strict. Parce qu'on a toujours l'impression que de jouer les samouraïs, il faut toujours respecter certaines codifications, comme les suffixes, quand tu te présentes à des nobles de plus gros statut que toi, les sama, dono, san, et dire que c'est une fausse impression. Après, ça va dépendre du MJ, bien entendu, mais faut pas se mettre une barrière sur ça par rapport à L5R si on veut se lancer à Rokugan. Ça, c'est un débat qui est très intéressant parce que, en fait, on peut parler. Ça dépendra, comme tu dis très justement, ça va dépendre du maître de jeu. Si tu as ton maître de jeu qui va vouloir mettre une ambiance très japonisante, très stricte là-dessus, là c'est sûr. Mais le jeu, si tu le prends tel quel, il prend ça en compte. Tu as des clans qui sont faits, entre guillemets, pour l'interprétation stricte. Alors ça, c'est mon point de vue, pareil. Hein. Si tu prends certains clans, si tu décides d'un certain type de personnage, tu vas orienter toi-même ton roleplay. Si par exemple tu prends un courtisan du clan de la grue, pas trop, j'aime bien le clan Crane en anglais, mais du clan de la grue, évidemment là, d'un point de vue roleplay, tu vas un petit peu te forcer la main pour préciser l'étiquette dont tu vas t'adresser à une personne et surtout ton paraître. Parce que l'honneur, c'est souvent un paraître. Certains clans sont spécialisés justement pour avoir juste un paraître et pouvoir manipuler les autres sur l'honneur. Je suis fait avec toi, et surtout que je voulais mettre l'accent que ce monde-là, cette pseudo-rigidité qu'on peut y trouver, ne doit surtout pas faire peur aux nouveaux joueurs. Non, pourquoi ? Parce que tu peux très bien ne pas le faire. Voilà. Tu vois ce qu'on parle, j'ai beaucoup l'aspect politique aussi. On m'a dit bien sûr, ouais, non, mais L5R, j'ai pas trop envie à jouer à un jeu de rôle un peu trop politique avec le système des clans et tout.
c'est pas que ça, Rokugan. Tu peux très bien partir sur des Ronins qui n'ont rien à faire de la politique des clans. Donc voilà, faut pas avoir peur sur ce premier aperçu de L5R qu'on peut avoir. Et Jérôme, toi, pour les joueurs débutants, qu'est-ce que tu aurais à dire? Jérôme, Orion. Ah, je vais y arriver. Mais je t'expliquerai à la fin pourquoi est-ce que tu te trompes ainsi de prénom. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des clans qui sont plus favorables pour commencer l'aventure en prenant en compte que des éventuelles erreurs d'étiquette, de jeu, etc. seront soit pardonnées, soit intégrées directement dans le replay du personnage. Je pense notamment au clan du crabe et au clan de la licorne, qui sont des clans un peu plus en marge de la culture très courtisane du cœur de l'Empire. Et donc, c'est des clans assez faciles finalement pour débuter. D'autres clans, effectivement, sont plus respectueux. Quant au style de jeu, pour moi, on a vraiment de tout. On peut avoir de l'enquête, on peut avoir de l'action. Il y a des campagnes d'exploration si on va... on descend au-delà du mur. Bref, on a vraiment tout style de jeu qui sont possibles. Et donc, effectivement, ça dépendra de ce que joue la table. Tu veux dire qu'on peut faire même du porte-monstre trésor à Rokugan? Tout à fait, on peut. Et il y a même une campagne qui est sortie à l'époque de la V1 qui est relative au PMT complètement. Ben, voilà, c'est un donjon. Je dis pas que c'est la meilleure campagne sortie. Tu dis? La compte de Yoshiban. Exactement. Ouais. Je dis pas que c'est la meilleure campagne sortie, mais c'est un porte-monstre trésor. Et il y a des joueurs qui se sont éclatés à parcourir les caveaux de Yoshiban. Parce que c'est un peu comme le jeu de rôle, on joue comme on aime. Et c'est vrai que L5R permet cette différence d'approche. Et pareil, il y a encore un autre type de jeu, c'est-à-dire si vous voulez jouer les clans du dragon et du phénix, c'est encore une autre perspective. Ça va être plus zen, plus mystique. Mystérieux, ouais. Plus mystique, voilà. Donc maintenant, Jérôme, je t'ai à l'œil. Nous allons commencer le versus. Chacun votre tour, on va suivre une thématique et vous allez présenter ce qui va faire de la version que vous allez représenter, c'est-à-dire Jérôme, la V5, Orion, la V4, ce qui fait son unicité. Je ne tente pas de dire dans un premier temps ce qui est le meilleur, je vous dis juste qu'est-ce qui est représenté le plus dans la version que vous défendez. Et nous allons commencer de suite par l'univers avec Jérôme. Alors la V5 a fait le choix par rapport à l'univers de Rokugan de faire ce qu'on pourrait appeler en termes hollywoodiens une sorte de pseudo-reboot. C'est-à-dire que L5R est un jeu vieux qui a un énorme passif en termes de lore, de fluff, d'historique, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, la V5 a fait le pas de prendre une date 1125 au niveau du calendrier impérial et d'ignorer tout ce qui s'était passé, on va dire, plus ou moins en V4. Ou en V4, je crois qu'on était arrivé à 1300 et des brouettes. Donc, c'est, je trouve, un point qui a pu faire débat, même si je pense qu'il y a certains de la V4 qui n'aimaient pas trop comment avait tourné la fin de l'aventure Rokugan avec un certain clan, mais ça permet surtout aux nouveaux joueurs d'arriver dans un univers où ils n'ont pas à se coltiner des anciens suppléments de la V4 ou de la V3 qui seraient nécessaires pour la compréhension globale de l'univers. Donc pour ce coup, je trouve que la décision de faire une sorte de reboot temporel a été un bon choix pour la V5. D'accord. Maintenant, nous allons passer à Orion qui va nous présenter la V4. Alors, pourquoi j'ai présenté la V4 après la V5? C'est un petit peu pour ce que tu as dit, Jérôme. Allez, Orion, je te laisse présenter l'univers. Eh bien, la V4, c'est une édition qui est sortie en 2010, donc elle commence à dater maintenant, même si l'univers, lui, n'est pas daté. Quand elle est sortie, son objectif, c'était de corriger les erreurs de la V3, ce qui est assez logique pour une quatrième édition. Dans la V3, on était parti, parce qu'en fait, on casse du sucre sur le dos de la V4 en disant qu'elle permet beaucoup de choses, parce qu'elle allait très loin dans la timeline de l'univers. Mais en fait, elle a juste repris la V3 où elle en était, ni plus ni moins.
Et donc, la V3 était partie vraiment très loin dans l'univers, dans les univers, les développements, parce qu'elle est inspirée, cette V3, du jeu de cartes, et que les décisions ou les actions des joueurs du jeu de cartes au cours de tournois mondiaux, tout à fait, ça impactait du coup l'univers du jeu. Et donc, il y avait des choses qui étaient complètement décousues, incohérentes, qu'on retrouvait dans cette V3 et la V4. Elle avait, comme la V5, la nécessité de se réconcilier avec les joueurs, les joueurs rôlistes, qui disaient, mais à cause du jeu de cartes, cette version est partie vraiment n'importe où. On parle de la V3. Et deuxième chose, la V3 était encore très inspirée de certaines mécaniques dojonesques, avec beaucoup de systèmes de jeu, beaucoup d'aides, de classes de personnages différentes, d'avantages, etc. Et c'est un vrai catalogue en fait digne des meilleurs Pathfinder et Donge 3.5. Et donc la V4, elle est venue aplanir tout ça de deux façons. La première, c'est qu'elle a créé un système qui reprend les poncifs de la V1, les classiques de la V1, en le corrigeant et en limitant les effets gros billes que pouvait connaître la V3. Au niveau de l'univers de jeu, et ça c'est pour moi ce qui fait la force vraiment de la V4, elle propose, elle n'impose pas. Donc certes c'est intelligent ce qu'a fait la V5, un reboot, mais la V4, ce qu'elle fait c'est que c'est un catalogue. On peut choisir en fait la période de jeu. Il y a des options qu'on peut choisir, qu'on peut mettre. On peut tout à fait, par exemple, ne pas mettre en œuvre tel ou tel clan qui apparaîtrait plus tard. Par exemple, j'entends dire, oui, mais il y a des clans mineurs qui n'ont pas leur sens, voilà. Eh bien, la V4 propose ni plus ni moins que de choisir l'époque de jeu, donc de ne pas aller jusqu'à la création de ce clan. Voilà. Et c'est du coup une édition qui est une proposition multiple. Il y a même des suppléments que j'ai ici, des suppléments qui proposent de jouer dans des contextes soit spécifiques d'une période, et donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de connaître avant et après, juste on joue cette période-là. En quelques pages, elle est définie, et ensuite, le maître de jeu a vraiment de quoi faire jouer. Soit des univers alternatifs. On peut même jouer à Rokugan dans l'espace. Voilà. Donc, en fait, c'est un catalogue, cette version, et on y prend ce que l'on veut. En fait, c'est une version qui est très ouverte, du coup, qui peut paraître vaste, mais tout n'est évidemment pas à savoir, parce qu'il suffit de se focaliser sur la période que l'on veut. En fait, on peut les découvrir au gré des suppléments, et se focaliser sur un point précis, et jouer une campagne complète sur ce point précis. Est-ce qu'on pourrait dire en fait qu'ils ont dissocié le système de l'univers, en fait, pour moi, dans la V4? Tout à fait. Le livre de base lui-même contient moins d'éléments d'univers de contexte que la V3 ou même la V1. C'est à travers l'Empire d'Émeraude et d'autres suppléments qui sont venus vraiment fortement enrichir la gamme qu'on est venu développer l'aspect univers et contexte de jeu. On n'a pas une scission aussi nette qu'on peut avoir dans le Player's Guide de Donge, qui est vraiment uniquement règle, parce qu'il y a quand même un peu d'univers qui est décrit quand même dans le livre de base de L5R V4, mais ils ont quand même fait le parti de ne pas trop rentrer dans les détails, parce que le passage est une bonne introduction à l'univers. Et ensuite, via les autres suppléments, notamment l'Empire d'Émeraude, le supplément sur les grands clans, etc., de venir là vraiment proposer du matériel qui va alimenter la partie. Alors, intéressant parce que moi je trouve quand même que le bouquin V4, quand même, la richesse de contenu, de lore et de fluff, il est quand même formidable. T'as quand même tout un premier chapitre dans le V4, et je le lis encore pour m'inspirer, sur la justice, le crime, la nourriture, les vêtements, alors que je jetterai la pierre tout à l'heure pour la V5, ça on oublie dans le bouquin de base de la V5. Et c'est pour moi un des points forts de ta V4. Tout à fait. Et, mais c'est des suppléments, ça donne du contexte, mais je dirais de la société. Il y a par exemple toute l'histoire qui est racontée, mais on ne te dit pas quand il faut jouer, en fait. On te décrit la timeline, mais on ne te dit pas vous jouez en telle année, et voilà, en fait, tu es libre de choisir le moment où tu joues. Et la société, la justice, tout ça marche globalement de la même façon sur les 1000 ans de paix, comme on dit, c'est la période historique. Et donc tu peux jouer au moment de la grande famine, par exemple,
comme tu peux jouer au moment de la fin du règne de l'empereur. Je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas encore joué. Mais voilà, et donc, tu as vraiment le choix. Pour moi, la V4, elle offre un choix, et chaque supplément est venu rajouter au choix ou détailler des éléments du choix. Voilà, je rentrerai plus en détail peut-être dans les suppléments, dans la présentation de la gamme. Mais voilà, la force de cette V4 pour moi, c'est la version catalogue. Et donc, tu peux choisir de prendre des choses. Et typiquement, dans mes campagnes, en fait, je fais jouer en V4, mais globalement, ce sont des événements de la V1 que je fais jouer. Et le jeu, il y a l'époque qui est décrite dans la V4. Tu soulèves quelque chose de très intéressant. Il faut voir que la V4, elle, comme son nom l'indique, elle intervient après la V1, la V2 et la V3. Et on avait atteint, alors il y a peut-être des fans, je m'en excuse, c'est mon point de vue que je vais présenter, mais un certain grobilisme et un certain super-héroïsme qui n'allait plus trop avec l'univers à mon goût. C'est à mon goût. Et la V4, elle a ramené un peu tout le monde sur Terre, j'ose dire. Elle a un petit peu unifié et ramené un petit peu de cohérence. Et commencé à se perdre. Tout à fait au niveau des règles notamment. En termes d'univers par contre, c'est possible effectivement, et encore une fois on peut mettre le curseur où on veut sur la timeline quand on joue à V4, avec la possibilité, si on le souhaite, d'aller vivre toujours les grandes aventures hyper héroïques que raconte la fin de la V3. C'est-à-dire que comme on peut choisir la période historique, on peut aussi choisir la période historique de la fin de la V3 avec des combats titanesques et ce genre de choses. Mais c'est pas obligé. Tu vois, la V4, c'est pas la suite de la timeline de la V3. C'est un catalogue qui dit, bah voilà, vous avez toute cette large période historique avec plusieurs ères, plusieurs moments intéressants de jeu. On vous les propose. Choisissez celui qui vous intéresse, et dans tous les cas, on va vous donner les pistes pour pouvoir le jouer. Et par rapport à l'univers, Jérôme, de la V5, moi j'aimerais rajouter une petite chose, c'est que les suppléments apportent énormément une dimension humaine à la V5, présente, l'écriture des suppléments est juste somptueuse. Ah oui, pour ça, au niveau mise en page et tout, la V5, c'est vraiment un pur bijou. On verra après le côté éditorial. Mais au niveau de l'univers, après, alors je sais pas tous les suppléments, c'est le problème de la VF, de la V5, mais oui, ils abordent, chaque supplément aborde des thématiques particulières. Par exemple, le supplément des cours des pierres va s'opposer sur les palais et les intègres de cour. Le supplément qui est basé plus sur le clan du lion, même s'il n'y en a plus des clans books, comme à l'époque, va se baser sur les champs de bataille. Donc ils abordent une thématique. En fait, les suppléments de la V5 sont construits à une thématique, un clan majeur, un clan mineur. Alors, oui, en cela, ils ont honteusement copié la V4, qui avait, rappelons-le, d'excellents suppléments qui n'ont pas été traduits, et ça je le regrette beaucoup, pourtant ils sont de grande qualité. Les Book of, et on avait ainsi Book of Earth, Fire, Water, etc. Présentant chacun un élément, mais en fait pas tellement l'élément, plutôt les éléments autour de cet élément. C'est-à-dire qu'on, par exemple, dans le Book of Earth, le livre de la Terre, il était question justement de tous les gardes du corps, les Yojimbo. Il était question des forteresses. Il était question en fait, de tout ce qui était défensif, qu'on pouvait retrouver en filigrane dans le livre, enfin dans l'univers. Et voilà. Et en fait, ils ont repris, mais c'est une bonne idée évidemment, ils ont repris dans la V5 cette organisation thématique pour décliner des aspects de la société et du coup aussi des aventures en lien avec ça. Après, c'est un petit coup de pied aussi que je fous à ma propre V5, c'est que cette idée-là a aussi ses défauts, c'est que ça va te dispatcher la ressource de jeu. Et ça, on y reviendra peut-être plus tard quand on présentera. C'est vrai. On va y revenir sur la ligne éditoriale. Je trouve... il y a beaucoup de choses à dire. Donc maintenant, nous allons attaquer le système. Alors cette fois, je vais laisser commencer Orion. Nous allons faire l'ordre chronologique du système. Eh bien écoute, à toi Orion, présente-nous le système. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le système de la V4, c'est une continuité par rapport à la V3, mais surtout à la V1.
Le système, en fait, le personnage est défini par 5 anneaux. Et pour 4 d'entre eux, donc les anneaux sont des éléments, donc la terre, le feu, l'air et j'en oublie bien, la terre, le feu, Le vide. l'air et le vide. La terre, le feu, l'eau, l'air et le Ouais, il vide. manquait l'eau, voilà. Donc les 4 premiers éléments ont chacun 2 traits que l'on retrouve, et l'un est mental, l'autre est physique. Et donc, le personnage est défini par ces anneaux, les 4 liés à un élément concret, puis le vide, qui est un peu une sorte d'anneau bonus, à la fois limitant et permettant l'héroïsme. Le personnage donc est défini par ses traits. Ensuite, il choisit sa famille, parce que l'héritage familial est très important dans Rokugan. Il choisit son école. L'école, elle dépend de son clan, la plupart du temps. Et le personnage est quasiment fini. Quand on va utiliser le système, en fait, on va utiliser des compétences qui sont une liste assez longue. Je pense qu'on n'en fait plus trop des jeux comme ça avec des longues listes de compétences. Et il va ajouter, c'est un système qu'on appelle roll and keep. On jette et on garde. En fait, il va ajouter son score de son trait et son score de compétence. Il va jeter les dés, donc il va jeter des dés 10, et il va ajouter le résultat, et il ne va garder de dés que les dés, le nombre de dés égal à son anneau, enfin égal à son trait précisément. Et donc, comme ça, on peut jeter, je sais pas, 7 dés. Si par exemple, on a 3 en force et 4 en athlétisme, on essaie de soulever quelque chose, on va lancer 7 dés. Et comme on a 3 en force, on va en garder 3. Et là, on gardera les 3 meilleurs. On va ajouter les résultats. On va devoir battre à une seule difficulté. Donc, c'est quelque chose qui est très à l'ancienne, hein, comme on connaissait historiquement, caractéristiques plus compétences. On jette les dés et on essaie de battre un score. C'est assez classique, avec là-dedans des choses évidemment qui viennent donner un peu de pulp. Les 10 peuvent être relancés dans certaines conditions. On peut rajouter des points d'héroïsme qui sont des points de vide qui vont permettre de lancer des dés supplémentaires. Il y a des mécaniques pour garder plus de dés, etc. Voilà. Donc c'est un système assez simple, très lisible. Je fais exprès d'accentuer sur la lisibilité. Il suffit juste de choisir les dés les plus forts, de les ajouter, et ça reste assez simple, et de voir si on a battu ou pas le seuil de difficulté. Si on l'a battu de beaucoup, d'ailleurs, il se passe des effets positifs. Si on l'a pas battu de beaucoup, ou si on l'a raté, mais de peu, on peut avoir un oui mais. Voilà, il y a des mécanismes comme ça qui existent déjà. Et voilà. Et donc, on a un personnage qui peut rapidement faire ses actions, ce qui sert le système de jeu. Alors, je dis ça tout en sachant qu'évidemment, quand on commence à faire des maths et qu'on commence à faire des personnages qui sont un peu évolués, on a tel avantage, on a telle option qu'on avait oubliée, etc., tel équipement qui permet de... Donc, c'est un peu des maths aussi. Mais c'est quand même assez simple, ça reste assez simple. Évidemment, tout ça est intégré sur les systèmes de jeu en ligne qui existent, si jamais on joue en ligne. Voilà. Et donc, c'est une lecture assez simple, ce qui favorise, je dirais, des actions rapides. Notamment, on sait qu'un duel entre samouraïs, même si le duel dans la V4 n'est pas parfaitement réussi, un duel entre samouraïs, c'est quelque chose qui doit être rapide. Voilà. Et donc, on a essayé, le système de jeu a essayé d'émuler cette simplicité, et notamment, c'est un jeu qui a son lot de mortalité. Il faut l'avoir en tête. C'est qu'en fait, autant la V3 nous présentait des super-héros, autant là, les personnages peuvent être vraiment en 2 coups de katana tués. Donc voilà, même des personnages qui ont une certaine expérience. Je vais rajouter un petit truc. Ils ont aussi pallié le gros défaut pour moi de la V3, la V2, V1. En fait, c'est que techniquement, si on montait que l'anneau, c'était mieux que monter les compétences. Et là, ils ont mis un intérêt à monter les compétences. Il y avait des petits paliers avec des petits bonus, des petits trucs. Quand tu atteins 3 dans une compétence, tu gagnes un certain petit avantage. Quand tu atteins 5, tu atteins un... Donc ça pousse effectivement à monter les compétences, ce qui n'était pas le cas effectivement dans la V3.
Par contre, Oui. je suis d'accord sur le côté mathématique de la V4, parce que moi, j'ai commencé par V4, j'étais minot, j'étais une quiche à maths. Quand elle m'a commencé à me dire, ouais, il faut faire, c'est quoi ton X, G, Y? J'étais là, quoi? C'est quoi des équations d'un jeu de rôle? Vous parlez quoi? Et c'est vrai que ça faisait peur en V4 quand tu commences l'univers et quand tu lui demandais de calculer X, G, Y, donc à savoir 7 G3 par exemple, pour tu lances 7 dés, tu en gardes 3. Et ça fait assez bizarre. Ah. Mais maintenant, tu vas nous donner ta version, Jérôme. La version de la V5. Ah, c'est là où ça a commencé à grincer des dents du côté de la V4 alors. Car en effet, Jérôme, vas-y. Ce qui a fait beaucoup couler d'encre à la sortie de la V5 et qui continue à faire couler, c'est la révolution complète du système de jeu. Avec un élément mais extraordinairement perturbant pour les vieux de la vieille, de la V1 à la V4, c'est qu'on y inclut des dés propriétaires. Mais quelle horreur, me direz-vous, mon pauvre samouraï. Alors que depuis la V1, on était habitué à ces bons dés 10. Non, alors je vois le petit côté pognon-pognon. Non, c'est faux. Alors ça, moi je dis, c'est mon coup de gueule, mon premier coup de gueule de la soirée, pour les pros V4. C'est d'arrêter de faire ouais sur les dés propriétaires. Les 10 dés sont vendus 13 €. Oui, ok. Mais qui en V4 n'a pas claqué plus de 13 € pour son set de dés propriétaire pour avoir son petit logo du clan de la grue ou de l'amande sur le 10, hein? Et à savoir que, allez, soyons sympas, en V5, tu as besoin de 1 ou 2 sets de dés. Et l'avantage du VTT, tu n'en as pas besoin. Donc, de dire que le pognon est un argument qui est fallacieux pour la V5 au niveau des dés. Donc oui, il y a des dés propriétaires. Parce que FFG, c'est son fonds de commerce, que ce soit sur Star Wars, Genesis et autres, ils adorent ça. Mais, je vais y revenir, on garde quand même l'essence même de L5R, le roll and keep. Et pour moi, je vais le dire, haut et fort, ça va être mon premier pied dans la mare, c'est que pour moi, la V5 est une des peut-être la meilleure utilisation du roll and keep qu'il y ait. Et je vais développer pourquoi. Donc en effet, c'est des dés propriétaires où il y a 4 symboles. 4 symboles qui peuvent faire peur, en plus c'est des symboles un peu qui vont bien avec l'univers. On a le symbole du succès, donc avoir un symbole succès compte comme une réussite. On a le succès explosif qui régénère des dés, donc comme le 10 à l'époque de la V4, qui est explosif. Et on a 2 nouveaux symboles, qui sont une sorte de petites fleurs stylisées, les aubaines, qui vont apporter un petit élément narratif supplémentaire si on les utilise. Et une autre mécanique qui est une sorte de petite flamme stylisée qui est le conflit. Et qui est vraiment propre à la V5. Et pourquoi je dis que c'est la meilleure utilisation du roll and keep? C'est parce que en V4, c'est vrai que quand on fait du roll and keep, qu'est-ce qu'on fait toujours? On garde toujours les meilleurs dés pour faire le meilleur seuil de difficulté. C'est très rare que tu te veuilles rater ou amoindrir ton coup en V4. On est bien d'accord, même le réflexe d'un joueur, quand on lance des dés 10, c'est on va garder les meilleurs chiffres. Quand on nous propose de garder des dés, tu vas pas te dire, je vais garder le 2 et le 3. Alors qu'en V5, avec ce système d'aubaine, de conflit, il y a vraiment une mécanique de se dire, est-ce que je vais maximiser à avoir que des réussites, ou est-ce que je vais prendre quelques réussites, juste ce qu'il me faut pour passer mon seuil de difficulté, qui est généralement de 2, et prendre peut-être quelques aubaines pour apporter un petit élément supplémentaire, ou au contraire éviter des dés parce qu'il y a du conflit, et que je ne veux pas que mon personnage soit énervé. Et justement, ça me permet d'aborder 2 mécaniques propres à la V5. C'est qu'il y a un système dit d'approche et le système de conflit. Alors, les approches, qu'est-ce que c'est? On garde le système d'anneaux et de compétences. Donc, les 5 anneaux, le feu, la terre, etc. Mais on a skippé tout ce qui était lié à des caractéristiques. Tu n'as plus la force, tu n'as plus l'intelligence. Tu as ce qu'ils appellent maintenant des approches. Je vais vous donner des exemples. En fait, c'est par exemple, l'anneau de la Terre va être une approche qui mise sur la prudence, le calme, le pragmatisme. Alors que si on prend une approche de l'air, ça va être plus la discrétion, la subtilité, l'astuce. Le feu, lui, c'est tout ce qui est la passion, la franchise,
ou même le côté un peu combattant. Voilà, on tape dans le fond. Donc c'est plus une façon, il y a une approche comme ça de roleplay en fait. Et en fait, on va associer ça aux compétences, qui ont été beaucoup plus réduites que dans la V4, ce qui est peut-être pas trop mal non plus. Mais par contre, pour la V4, un petit point pour la V4, c'est vrai que les compétences de la V4, je le reconnais, sont un peu plus immersives en termes d'intitulé. On avait des compétences en V4 qui s'appelaient Kenjitsu, Yajitsu, pour ce qui était tir à l'arc, duel. Donc c'était un peu plus immersif qu'en V5, ça je le reconnais. Mais on y a gagné en simplicité. Et donc pour en revenir à ce système d'approche, on prend ta compétence, tu choisis d'abord ta compétence que tu utilises, et après ton anneau. Et selon en fait la compétence que tu utilises, tu vas dire dans quelle approche tu te sens pour faire cela. Par exemple, faisons courtoisie, l'art de bien parler à quelqu'un. Par exemple, là, je suis en train de faire la courtoisie envers Orion pour le convaincre que ma version est meilleure que la sienne. Eh bien, je vais dire, je vais utiliser peut-être l'approche de l'eau, qui est tout ce qui est le charme, parce que je vais essayer de le charmer. Ou sinon, si je voudrais dire, bon maintenant, Orion, tu te tais, tu m'écoutes, la V5 c'est la meilleure, je prendrais l'approche du feu, qui est l'approche plus violente et agressive. Donc il y a vraiment une façon, je trouve, plus narrative de faire son jet de dés, en fait. Plutôt que juste de lancer de dés, voir, ouais, ok, j'ai fait 5 plus 6 plus 9, voilà, ça réussit. Voilà, en gros, pour ce qui est de l'approche. Du coup, en réponse, j'ai ouï dire, et je ne suis pas seul à le dire, parlez-en au podcast de la cellule, par exemple, qu'en fait, certains joueurs avaient détourné ces approches parce qu'il suffisait de maximiser l'une de ces approches, par exemple le feu. Et du coup, chaque fois que le meneur de jeu te demande de résoudre une situation, tu vas répondre avec ta grosse voix « Non, je ne suis pas content et j'y vais frontalement » en disant « Ah, mais moi, du coup, je peux utiliser mon anneau de feu, là où j'ai le plus. » Et ça donne du coup des tables qui ne sont pas finalement très représentatives d'un personnage équilibré, déjà, parce que tu as des personnages qui sont très affirmés dans leurs approches pour être certains de maximiser leurs chances de réussite. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Eh bien, je vais te contredire, car le système de jeu prévoit ça d'une certaine manière. Alors oui, c'est vrai qu'il y aura toujours des optimisateurs, que ce soit en V4 ou V5, qui vont toujours avoir le plus gros pool de dés de leur équipe, donc ils vont toujours dire, je vais prendre mon approche du feu, parce que j'ai 4 en feu, et que dans l'autre, j'ai que 1. Mais on est quand même sur une version qui veut amener plus de roleplay. Donc, au maître du jeu, à cadrer son joueur et dire, écoute, non, là, tu es au milieu d'un comité des fêtes d'Oji, tu vas pas y aller en feu, sinon tu vas y perdre ton honneur. Après, une approche qui te correspond mieux. Alors oui, donc le joueur, des fois, il faudra... Et puis, le système de PNJ de la V5 a un système d'attitude. En gros, certains PNJ ont des aptitudes par rapport à des anneaux défavorisables et d'autres favorisables. Par exemple, un PNJ du dragon, il aura plus tendance à accepter quelqu'un qui va lui apporter un discours avec une approche de la terre, parce qu'il est plus stoïque, alors que quelqu'un qui va arriver à une posture, en approche du feu, il va avoir des malus sur son jet de dés. Donc il y a quand même une sorte de pierre-feuille-ciseau, selon certains PNJ, pour justement essayer d'arrondir le fait de forcer les joueurs, des fois, à prendre une approche où ils sont le moins optimisés. Comme tu le dis très bien, il y a le maître de jeu qui va équilibrer tout ça. Si par exemple on est à une cour, on arrive avec notre samouraï, fraîchement sorti de son genpuku, s'il arrive au milieu de la cour, il va voir le seigneur, il va commencer à s'adresser à lui en utilisant son anneau de feu, en lui disant « il faut faire ça, sinon, voilà, le lèse-majesté, il risque de jouer là-dessus. » Donc, pour moi, il y a le maître de jeu qui doit intervenir. Après, si on parle du fameux mini-maxeur, oui, en effet, c'est très facile dans cette version de le faire, mais le système l'a prévu. Ça, c'est vrai, surtout pour le social. Pour le combat, on va dire, ou pour d'autres circonstances, c'est un peu moins prévu. Pour le combat, c'est vrai que les approches ont moins un facteur narratif, mais un peu plus tactique, parce que chaque approche
va avoir un petit effet passif dans le jeu. Par exemple, tu prends l'approche de l'air, l'ennemi, pour te cibler au prochain tour, il aura une difficulté augmentée de +1. Donc ça représente le côté esquive. Pour l'eau, tu auras une action gratuite. Donc il y a aussi un intérêt des fois, par exemple, techniquement, moi j'ai des joueurs qui l'ont découvert, quand tu commences un combat, bien souvent tu as ton katana rengainé. D'accord ? Et il me dit, ouais, j'attaque en posture du feu. Je dis, oui, mais tu as droit qu'à une seule action, mon bonhomme, en posture du feu. Donc ça va voir, soit tu peux pas frapper, tu as ton katana rengainé. Donc tu es obligé d'utiliser ton action pour dégainer ton katana. Alors que si tu prends la posture de l'eau, où tu es peut-être plus faible, mais qui te permet une action nécessitant pas de test gratuitement, tu peux dégainer et taper dans le même tour. Et du coup, c'est plus la même histoire. Aurélien avait quelque chose à dire. Oui, tout à fait. J'en ai même deux des choses à dire. La première, c'est lié aux postures que tu viens d'évoquer. La V4 les prévoit déjà. Je ne suis pas entré dans les détails du système, mais un des systèmes, une des mécaniques que personnellement j'aime beaucoup dans le combat de la V4, c'est que le joueur peut choisir des postures justement liées aux éléments, pas liées à sa fiche de personnage, liées aux éléments, le feu, l'air, la terre, suivant que par exemple la terre, il décide d'être très défensif. Et donc, il obtient des bonus dans sa défense. S'il choisissait le feu, évidemment, il serait plus offensif. Et voilà, et ça connote un peu le combat et ça donne un peu d'un aspect tactique qui est tout à fait optionnel et qui est sympa. La deuxième chose que je voulais, sur laquelle je veux revenir, une des faiblesses de la V5, c'est évidemment que lorsque le meneur de jeu doit recadrer le joueur en disant mais attention parce que là tu utilises la mauvaise approche ou une approche qui pourrait te valoir des difficultés ou alors arrête d'utiliser ton anneau de terre, on a bien compris que c'était là où tu avais voilà. Ça va casser la scène, ça va la ralentir parce qu'il va y avoir une discussion et des fois c'est une discussion de conception. Ah mais moi j'avais pas compris que là j'étais vraiment en feu, là tu me dis que je suis en feu parce que je le menace, mais en fait pour moi je voulais juste utiliser mon anneau de l'air parce que je voulais être fourbe. Et on a une discussion méta qui vient se rajouter à la discussion en jeu, pas pour tout le monde, pas pour tous les joueurs, mais qui peut devenir facilement tourner à l'argumentaire. Je dirais que la V4 a son problème aussi à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des pinailleurs en fait. À tort ou à raison. Exactement. Après, ça c'est facile à régler sans rentrer dans les débats. Si ton joueur il s'entiche à faire toujours sa même approche parce que c'est les meilleurs, ben, indirectement le maître du jeu, de manière passive, tu augmentes les seuils de difficulté qu'il doit réaliser sur ses tests. Et au moins, au bout d'un moment, peut-être que quand il comprendra que je comprends pas, ça fait 3 tours que je tiens en feu, mais à chaque fois les difficultés sont augmentées, oh là là, je comprends pas. Peut-être qu'inconsciemment tu vas comprendre. Ça, ce que tu précises, c'est quelque chose que tu appliques à ta table ou c'est quelque chose qui est prévu dans les règles ? Oui, tu peux le faire, c'est prévu dans les règles, il me semble, c'est ce qu'on appelle le ND caché. Le MJ est libre. Alors, par exemple, bien souvent, la difficulté de 1, avoir un succès, c'est une difficulté facile. Difficulté 2, c'est la standard, et difficulté 3, c'est moyenne. C'est difficile. Mais le MJ est libre de varier les seuils de difficulté. C'est comme à la 5R, à la V4. À la V4, tu as combien de seuils de difficulté ? Je crois que tu peux aller de difficulté 15 moyenne jusqu'à difficulté 60. Exactement. Parce que dans la V4, tu peux faire des choses quand même assez héroïques. Ouais, mais tu as quand même une dizaine de paliers différents de seuils de difficulté, alors que dans la V5, tu en as 3 que tu peux moduler. C'est vrai. Et puis, alors pour finir aussi, quand même 2 points importants sur le système de la V5, c'est le système d'aubaine et de conflits qui sont assez riches à développer aussi. Donc voilà, on a beaucoup parlé des approches avec les dés, sachant qu'en plus, on a quitté les D10, on a des D6, des D12 maintenant. Oulala, ça travaille ça aussi. Mais il y a aussi, du coup, je veux parler du système d'aubaine et de conflits. Donc les aubaines, c'est des petits symboles que vous pouvez prendre pour améliorer vos jets de dés de manière plus narrative. Par exemple, quand on a des aubaines de la Terre, on peut l'utiliser pour, par exemple, dire « je vais exécuter ma tâche de manière très prudente ». Ou l'anneau de l'eau, tu vas l'exécuter de manière plus efficace. Ou même le vide, ça va être pour une aubaine du vide, tu peux dire un frisson me parcourt et je remarque un silence soudain ou un autre signe de présence d'un phénomène surnaturel pour montrer le côté mysticisme du vide. Donc voilà, ça apporte des petits éléments narratifs qui peuvent être aussi mécaniques. Les aubaines vont servir à déclencher des fois des techniques ou des invocations pour les Sugenja.
Et par exemple, un corps à corps, 2 aubaines vous permet de faire un coup critique. Donc il y a un petit jeu comme ça avec les aubaines qui peuvent enrichir le système de jeu mécaniquement parlant et aussi de manière narrative. Par contre, je suis d'accord, je serai le premier à le critiquer. Les aubaines, c'est un système très sympa, mais c'est une usine à gaz phénoménale, car au fil des suppléments, ils ont rajouté de plus en plus de façons d'utiliser les aubaines, selon les approches, les compétences, les situations, et je crois qu'on doit être à plus de 167 façons d'utiliser des aubaines, ce qui est complètement ridicule. C'est une des faiblesses que j'avais identifiées aussi. Mais j'en suis convaincu. C'est que le meneur de jeu va devoir composer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres jeux. C'est pas relatif uniquement à L5RV5. C'est que le meneur de jeu doit composer avec les aubaines. Le joueur n'a pas forcément d'idée de ce qu'il veut faire de ces aubaines. Et le meneur doit improviser des effets liés à ces aubaines. Alors, il y a des listes qui existent, effectivement, mais il faut aller piocher dans ces listes et ça peut ralentir la partie. Après, tout dépend aussi du maître du jeu. Moi, je sais que j'autorise juste à mes joueurs les aubaines, on va dire classiques, les quelques aubaines de base, il y en a une petite dizaine maximum, et pas plus, ça suffit pour jouer en fait. Les autres, c'est vraiment du supplément pour quand tu commences à faire 4-5 parties, à potasser ton personnage et tout. Ouais, au moins, tu as d'autres outils pour aller plus loin. Mais franchement, pour les nouveaux joueurs de la V5, contentez-vous au truc de base. Tu peux aussi utiliser les aubaines pour faire d'autres choses. Par exemple, tu es en combat. Je parlerai du scénario d'introduction. Tu as un combat à un moment. Tu peux utiliser tes aubaines pour observer ce qui se passe autour aussi. Et ça te donne une certaine utilité. Mais c'est vrai que quand on débute, il faut y aller doucement et progressivement. Tout à fait. Et pareil, ça est valable aussi pour la dernière mécanique propre à la V5, c'est le conflit. Donc sur les dés, on peut avoir des aubaines, des succès, mais aussi des conflits. Et le conflit est là, en fait, pour représenter un petit peu le schisme moral du samouraï, ou du personnage, parce qu'on n'est pas que des samouraïs à L5R. On a une réserve qu'on appelle le sang-froid. Plus tu vas accumuler du conflit, et quand tu vas arriver à ton seuil de sang-froid, tu es compromis. C'est-à-dire que ton personnage est sur le point de bouillir émotionnellement et près de craquer. Donc, c'est quelque chose où, logiquement, tu as un symbole conflit qui apparaît sur ton dé. Si tu as gardé ce dé, bien, tu prends le succès qui va avec et le conflit qui va avec. Tu es obligé de prendre les deux. Tu ne peux pas choisir un des deux symboles sur la face du dé. C'est là où, du coup, il y a une réflexion dans le rôle équipe à savoir, est-ce que ce succès, j'en ai vraiment besoin parce qu'il y a du conflit. J'ai pas envie de stresser, je suis en plein combat. Donc tant pis, je vais juste me limiter à mes 2 succès et moins stresser. Parce que plus tu vas stresser, donc si tu arrives à ton seuil de sang-froid, tu es compromis. Ça veut dire que chaque fois que tu vas relancer les dés tant que tu es compromis, toutes les phases de dés avec des symboles conflits, tu ne peux pas les garder. Elles te sont annulées, rejetées d'office. Même s'il y a des succès dessus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec tes compromis, tu es vraiment au point de craquer. Et il y a des dés avec des conflits que tu ne peux pas garder, même s'il y a des succès. Et du coup, ça rejoue sur la mécanique de rôle équipe où, là, tu sens que ton personnage est tellement contrarié qu'il ne peut pas se concentrer réellement dans ce qu'il fait. Et du coup, la solution pour cela, c'est ce qu'on appelle tomber le masque. C'est de manière très narrative, il faut décrire comment ton personnage va perdre la face pour craquer psychologiquement, pour décompresser d'un coup. Donc ça peut être, par exemple, en pleurant, en s'emportant. Moi, j'ai une amie qui hurle en portugais, la langue gaijin. Il y en a qui vont, par exemple, se mettre dans un mutisme total. Mécaniquement, tu retombes à 0 point de conflit, donc tu te déstresses d'un coup. Mais il va y avoir des répercussions plus narratives dans le fait, à Rokugan, on est quand même sur une société, surtout au niveau des clans majeurs, où la face est importante. Tu ne peux pas te permettre de craquer, de tomber en larmes face à un stratège à Kodo qui t'a ordonné d'aller sur le champ de bataille. Donc, au personnage, se dire, est-ce que je craque au risque de me prendre une grosse douille roleplay narrative par la suite à me faire un traité de lâche et tout, ou est-ce que je reste compromis, j'aurai plus de difficultés à accomplir mes actions, mais au moins mon personnage gardera la face. Là, c'est moi qui vais être un peu dur. Vas-y. J'ai un problème avec le conflit. Il monte beaucoup
beaucoup trop. Eh bien, alors, je suis d'accord. Eh bien, moi, sache que je suis un maître du jeu. Alors, c'est parce que je suis un maître du jeu gentil, un gentil petit Tanuki. J'entends Alors, ça, oui, c'est vrai. le conflit, je trouve qu'en effet, c'est très sympa, mais dans la V5, c'est trop mécanique. À chaque jet de dés, tu as du conflit qui pop. Moi, je considère qu'en tant que MJ, je précise à chaque fois mes joueurs si un jet de dés va entraîner du conflit ou pas. Par exemple, tu me demandes un jet de dés, tu es dans une auberge en train de vouloir faire juste de la calligraphie pour envoyer une lettre à ta famille, c'est pas quelque chose qui va te faire stresser. Ça serait écrire une lettre à ton shogun, à ton daimyo de clan pour lui demander quelque chose, une faveur et tout. Ouais, tu vas être là. Bon, tu arrives à réussir, mais tu as quand même 2 conflits, donc ça représente quand même la tension que tu as à oser demander une faveur à ton daimyo. Là, oui, là, je dis, tu prends ton conflit. Mais si le joueur me dit, bon, ben, j'écris juste une lettre d'amour à ma douce et belle, à ma fiancée, en plus j'ai l'avantage, fiançailles bien heureuse. Qui est ta fiancée. Voilà, oui, bah, c'est sûr. Mais voilà, ça va pas te faire prendre du conflit. Donc tu as le droit de faire ton GD pour voir si tu as fait ta belle calligraphie, si tu n'as pas fait pas de mouche, mais je vais être sympa de dire non, là, pas besoin. Et ça, je pense que c'est un truc, tous les maîtres du jeu de la 5R, pensez à ça. Ce qui est écrit dans le bouquin, et ça vaut pour tous les jeux de rôle, toutes les règles ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Vous pouvez les modifier selon votre bon vouloir, et je pense que pour la V5, la règle du conflit est vraiment à modifier selon votre bon vouloir en priorité. D'accord. Orion, quelque chose à ajouter? Bon, non, je remarque que en l'espace de 7 minutes, j'ai décrit le système de jeu de la V4. En l'espace de 37 minutes, Jérôme a décrit celui de la V5. Mais il paraît que c'est un jeu pour débutants. J'assume, j'écoute. Alors, j'ai pas dit que c'était un jeu pour débutants. Ah, c'est comme ça en tout cas que c'est vendu. Hein, mais... Moi, j'essaie toujours de prendre le point de vue d'un débutant qui découvre la V5. Alors oui, on a abordé ça, un débutant qui découvrirait la V5 ou la V4. Est-ce que pour vous, votre version est réellement pour débutants? Allez, Jérôme. Alors, franchement, pour un débutant, en termes de règles, oui et non. Franchement, un débutant qui veut se lancer dans la V5 d'L5R, il est face à 2 soucis. Déjà, un système de règles qui est riche, mais qui est compensé. Tu achètes le kit d'initiation qui est super, avec le petit livret de règles. Ça suffit pour faire tes 5-10 premières séances. Tu prends ce petit livret de règles qui va juste en surface de la V5, et c'est bon. Roule jeunesse. Parce qu'après, si tu veux vraiment te lancer dans la V5, il te faut acheter forcément le livre de base. Et moi, c'est là où je crache sur la V5 pour ça. C'est que ce livre de base, bon, alors moi, le mien, il est tellement usé que j'ai perdu la couverture, je sais, honte à moi. C'est marqué livre de règles. Il n'y a que des règles, il n'y a que 10 pages de fluff et de lore. Alors que la V4, tu pouvais, même si tu disais Orion tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup d'univers, tu avais quand même beaucoup de choses. Tu pouvais connaître la société Rokugan, tu avais la timeline aussi, tu avais les siècles. Là, dans ce bouquin, tu n'as pas ça. Donc le gars qui veut jouer en V5, il est obligé d'acheter ça, mais d'acheter le supplément L'Empire d'Emeraude, qui décrit l'univers, et encore, il n'y a pas tout l'univers. Et là où il veut vraiment s'éclater après en V5, c'est le supplément La Voix des Vagues, qui est le supplément sur les Ronins, qui ouvre une nouvelle dimension à la V5, où on peut jouer. Parce que la V5, le bouquin te décrit que les clans majeurs. Là, tu peux jouer des Ronin et des Gaijin. Donc ça ouvre un deuxième pas, mais c'est 3 bouquins qu'il faut acheter. Alors que, et là je vais jeter ce magnifique bouquin, qui est un décliné, qui s'appelle Aventure à Rokugan, je l'ai acheté, mes 10 ans. Et honnêtement, franchement, je le conseille, c'est un coup de cœur absolu pour ce livre, car tout ce que je viens de dire de mauvais sur la V5, au niveau contenu, il est corrigé dans Aventure à Rokugan, et il me rappelle fortement la V4, le livre de base de la V4. Car tu as tout, tu as du lore, du fluff, tu as la géographie, la timeline, tu as les clans majeurs, mais tu as aussi de quoi jouer les clans mineurs, et même d'autres créatures. Il est, franchement, il est... Alors, je ne vais pas débattre sur... Je vais pas débattre sur le côté des D5, parce que je ne suis pas... Ok, alors, on est d'accord, il n'est pas pour les joueurs de la 5R, ce bouquin. Il est pour les joueurs de DD. Il est vendu pour les joueurs de Donjons & Dragons, tout simplement, qui veulent découvrir Rokugan. Et
pourquoi il est bien, c'est juste en termes de contenu. Il est sorti, c'est la même boîte qui les produit, qui les publie, ces deux gammes. Et Donc, ouais. J'en profite juste pour dire que si tu ne veux pas le côté DD5 de Aventure en Rokugan, eh bien, prends tout simplement la V4. Ah ben carrément, oui. Voilà, parce que la V4, et donc c'est pour répondre un peu à la question de Monte Cristo, je ne sais pas si je conseillerais vraiment L5R à un débutant. J'ai déjà fait jouer des débutants évidemment à L5R, notamment à la V4. La feuille de personnage se prend assez aisément, honnêtement. C'est pas très compliqué. Les notions, les traits sont assez simples à comprendre. Les compétences, la liste est longue. Une fois qu'on a traduit ce que ça veut dire, c'est assez accessible finalement. Et les mécaniques, certes, ça demande d'expliquer le Roland Keep, et ça fait un peu style équation et un peu maths, mais globalement, ça reste accessible. C'est un catalogue, donc on peut piocher des éléments simples. Et il y a des clans qui s'y prêtent. Voilà. Mais pour autant, je ne dirais pas que c'est un jeu qui est spécialement tourné vers les débutants. Il y a des jeux de rôle beaucoup plus accessibles que L5R pour le jeu, pour moi, pour les débutants. Voilà. Alors je vais continuer aussi sur ce que dit Jérôme. Il a totalement raison. Même si je ne suis pas le plus grand fan de DD5, ça m'arrive de maîtriser la DD5, hein, ceci dit, je le reconnais. Mais je reconnais qu'Aventure en Rokugan est très bon. Il est très bon parce qu'il est complet. On peut jouer avec un livre. Donc, si tu as le livre de base de donjon. Après, moi, comme j'en ai parlé par exemple à Alban, bonjour ma petite Alban, les règles de DD5 sont facilement trouvables gratuitement sur Internet. C'est donc, vrai. À la base, c'est vendu pour des joueurs de DD5. Donc, de base, tu te dis, ils ont le livre de DD5. Non, mais tu as raison. C'est juste un add-on. Pour des maîtres du jeu, moi je dis, c'est un très bon truc pour les maîtres du jeu qui jouent à DD5 et qui veulent découvrir pendant quelques one-shots un autre univers comme celui du Rokugan. T'as pas à prendre un autre système de jeu lourd et pompeux. Tu as juste à acheter ton add-on d'univers. Monsieur Jérôme, votre temps de parole. Votre temps de parole est vraiment supérieur à Monsieur Orion. Je tiens à le dire. Tout à fait. Alors pour la peine, Monsieur Orion va commencer sur la ligne éditoriale de la V4. Alors, commençons directement par dire que malheureusement, la V4 a été supplantée par une V5. Donc, voilà. Donc, cette ligne éditoriale s'est arrêtée tôt ou tard. Enfin, plutôt... En fait, non, même pas tôt, hein, parce que plutôt tard. Techniquement, il y a 11 livres et suppléments en VO qui sont sortis. Il y en a 7 qui sont sortis en français. Donc, déjà, on voit un effort de traduction qui a été fait par Edge. Et on les remercie vraiment parce que la qualité est au rendez-vous. Ça se lit vraiment très bien. Et dans les suppléments, on va retrouver les classiques de L5R, qu'on va retrouver sans doute plus tard d'ailleurs, comme par exemple donc le livre de base évidemment, l'Empire d'Émeraude, qui vient spécifier ce qui s'y passe dans l'Empire dans lequel on joue, les grands clans, qui vient donner les particularités. Et ensuite, on tombe sur des suppléments qui sont des suppléments de contexte, mais assez géniaux. Il n'y en a qu'un seul qui est un peu règle, c'est les ennemis de l'Empire, qui sont... là, c'est un bestiaire, en fait, c'est ni plus ni moins, mais pas un bestiaire façon classique, où c'est une liste de monstres. On nous explique à chaque fois les différents ennemis qu'on peut rencontrer, que ce soit l'ombre, que ce soit les forces différentes, les animaux étranges, etc., etc. Je ne spoil pas trop. Mais voilà. Et donc à chaque fois, c'est présenté en termes de culture, de civilisation de ces ennemis. Et donc voilà, donc ça permet de les découvrir. Puis après, on a leurs stats, évidemment. La grande force, pour moi, la vraie grande force de la V4, c'est que les suppléments contiennent à 90% du fluff, de l'histoire, du contexte. Il n'y a de règles. Et en fait, ils ont corrigé le vrai défaut de la V3, qui était un catalogue de jeux. Ils ont intégré seulement 10% dans leurs suppléments de règles, de techniques, donc des nouvelles techniques, des avantages, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. On n'est pas dans du catalogue façon DD ou pire encore Pathfinder, où les suppléments, c'est des listes de choses qui viennent rajouter des options. Il y a des options, mais elles sont très longuement expliquées avant, en termes de contexte, de background. Et c'est là qu'on voit l'immense richesse du jeu. Pour moi, cette V4, elle ouvre vraiment les yeux et ils ont cherché à développer chaque sujet
pour permettre de s'en emparer. Évidemment, c'est tout à fait optionnel pour beaucoup d'aspects. Mais des suppléments comme les Book Off, dont je parlais un peu plus tôt, viennent à chaque fois explorer des nouvelles. La calligraphie, par exemple, est développée sur 3 pages. À la fin du bouquin, du coup, on trouve une petite école de calligraphe qui a des petits effets sympas. Voilà, c'est à chaque fois, en gros, une belle présentation. Et derrière, des petites règles qui viennent donner un peu d'optimisation, de nouvelles écoles, évidemment, pour varier un peu le style de jeu. L'ensemble de cette... c'est pas une grosse quantité, alors c'est beaucoup de bouquins, au total, c'est quand même beaucoup de bouquins, puis ils sont un peu épais. La difficulté, c'est qu'ils sont difficiles à trouver, parce que comme ce n'est plus vendu, on peut les trouver d'occasion. Certains bouquins sont, genre par exemple Ennemis de l'Empire, sont très difficiles à trouver, d'autres par contre sont un peu plus accessibles. Il y a dans cette gamme V4 quelque chose qui n'a pas été édité vraiment par Edge, qui s'appelle Sunda Mizumura, qui est un supplément édité par Aldo Papacoda et Olivier Sanfilippo, deux grands noms de l'édition française aujourd'hui, et qui ont fait leurs armes, notamment à travers ce supplément, qui est un supplément qui décrit un village du clan du crabe, et où se passe évidemment plein de choses à l'intérieur. Et là, c'est un supplément de création française qui est trouvable en PDF gratuitement sur des sites, je pense notamment à l'excellent site La Voix de Rokugan. C'est ça. On mettra en description d'ailleurs. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que la V4 a cet avantage, comme c'est un catalogue et qu'on peut tout jouer dans la V4, il est facile de prendre un supplément ou un scénario qui s'est déroulé à un temps différent, au passé par exemple. Comme je disais, moi je fais jouer des suppléments V1 et le système de jeu est assez facilement transposable de la V1 à la V4. Et donc on a comme ça un matériel de jeu qui est très vaste. D'autant plus que sur le Discord de Dedge, que je salue au passage, on retrouve beaucoup d'éléments. Alors, il y a des éléments V5, évidemment, puisque c'est une communauté qui est très, très productive pour la V5. Ouais, Mais il y a quand même des pépites pour la V4. Voilà, donc je conseille le Discord d'Edge, dont on pourra, je pense, aussi mettre le lien en description. On peut jouer la superbe City of Lies, pour ceux qui ont connu. C'était pas mal d'ailleurs. Tout à fait, en V4. Mais voilà, donc voilà. Et puis ils ont fait ces suppléments dont j'ai parlé un peu plus tôt, Imperial Stories 1 et 2, qui permettent de jouer et à chaque fois 10 univers différents qui vont changer la perception qu'on a de L5R en soit projetant l'action dans une temporalité différente, et donc forcément des enjeux qui sont différents, soit même dans des univers alternatifs. Avec par exemple Togashi Empereur. Voilà. Spoiler, ça serait pas mal. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes, qui vont décompenser un peu les vieux joueurs, les vieux routards qui disent oh, c'est bon, j'ai tout vu, tout fait à L5R. Avec ces nouveaux contextes, on se retrouve avec un jeu rafraîchi évidemment et des propositions qui ne sont pas toutes déconnantes. Il y a évidemment un truc un peu fantasque, mais il y a des propositions intéressantes et ces suppléments du coup offrent l'occasion de jouer. Et comme je le disais, la V4 étant un catalogue, eh bien on peut aller piocher, adapter ces règles. Bon, elles sont adaptées, mais les utiliser quel que soit le temps de jeu, je dirais dans la timeline, et le contexte de jeu. Maintenant, nous allons parler de la ligne éditoriale, de la superbe, parce que je le pense sincèrement, de la superbe V5 en termes d'esthétisme. Alors, il faut savoir que la V5 a commencé entre les mains de FFG. Et pour moi, c'était une très bonne époque. C'était un bon démarrage. FFG, à l'époque, proposait beaucoup de contenu gratuitement sur leur site pour la V5, avec à chaque fois des scénarios gratuits et tout, dès qu'il y avait un supplément qui sortait. Et j'avoue que depuis que c'est entre les mains de Edge, je suis un peu plus réticent. Alors, il y a le livre de règles, et il y a en France 3 suppléments qui sont sortis en VF. Il y en a encore 3 qui sont déjà sortis en VO et qui sont toujours pas traduits depuis, pour certains, depuis bien 1 an et demi, je crois qu'on entend parler du supplément sur les Royaumes Célestes qui devrait sortir en VF et qui n'est toujours pas sorti. Bon.
Après, je peux comprendre des fois certains arguments que Edge met en avant pour la sortie de la traduction de leurs suppléments. Je comprends qu'on est dans des périodes tendues avec les Covid et tout. Mais au niveau après en elle-même, voilà, ça c'est pour le petit problème de Edge. Et un petit coup de gueule supplémentaire aussi dans leur façon d'éditer, c'est qu'il y avait à chaque fois, pour chaque supplément, un supplément. Donc c'est des suppléments bien souvent de contexte, comme par exemple la cour des pierres, qui dit le guide essentiel des châteaux et politiques, donc thématique château politique. Chaque fois un clan majeur présenté, donc là le clan de la grue, un clan mineur, là c'était le clan du cerf, un tout nouveau clan inédit à Rokugan. Par exemple, le supplément Outre-Monde, ça va être thématique Outre-Monde, clan du crabe et un clan mineur, clan du faucon, etc., etc., pour chaque supplément. Et il y avait donc ton supplément que tu achetais, et à côté, tu avais le petit scénario à 20 balles, où tu avais un scénario, une planche de tokens et des magnifiques cartes A4, voire même A5, qui étaient très bellement illustrées. Et bien malheureusement, et c'est là mon gros coup de gueule, c'est que ces petits suppléments de scénario ne vont plus être édités de manière physique par Edge. Lui, c'est de manière PDF. Et je trouve que c'est dommage de perdre une ressource qui était certes un petit coût supplémentaire dans tes achats, parce que tu devais racheter ton bouquin à 30-40 balles, plus 20 € de scénario, mais tu avais ton petit scénario, des tokens, que je trouve quand même que c'est sympa, les tokens de type PS5R, tu n'en as pas des masses dans le commerce, donc c'était quand même bien d'avoir ces petits tokens en carton, et des magnifiques cartes. Donc ça, voilà, ça c'était pour le petit coup de gueule au niveau éditorial. Je ne le savais pas. Ouais, j'ai appris ça, ils ont annoncé ça il y a à Noël dernier, je crois, et je trouve que c'est très dommage pour le gars. Et le problème qu'on a, que beaucoup craignent, c'est justement à cause de celui-là qu'on appelle le parasite. Vu que c'est Edge qui l'édite, beaucoup ont peur, et je ne sais pas si ça va être le cas, que du coup, Edge va plutôt se focaliser sur le succès de Aventura Rokugan parce qu'il touche plus de monde, que sur la suite des suppléments V5. Donc ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne suis pas persuadé parce que sur la 3.5, il y avait eu la même chose. Hein. Ils avaient fait une version 3.5 de Rokugan, enfin de L5R. Je ne crois pas qu'ils aient autant appuyé que ça. Après, voilà, parce qu'en plus, bon, pour ça, c'est franchement, en termes d'intérieur des bouquins, c'est du copier-coller. En termes de police d'écriture, de mise en page, ils ont copié la V5 pour Aventura Rokugan. Donc, ça reste des très beaux ouvrages. Mais le souci qu'on a en France, c'est que ça fait bien 1 an et demi qu'on a des extensions, des suppléments qui ne sont pas encore sortis en VF. Du coup, ça fait que la V5, elle est, en termes de sortie, elle est un peu morte depuis un peu plus d'1 an. Quoi. C'est ce qui est fort dommage. Alors, je vais juste rajouter, j'en ai parlé tout à l'heure, mais sur le Discord de Edge, il y a une communauté de fans qui est très productive, notamment en V5, comme je le disais, et qui a fait des choses très complètes qui permettent de continuer à s'amuser, en fait, même si Edge, effectivement, traîne un peu la patte sur les sorties de L5R V5. Ils ont eu des problèmes de communication aussi, on sentait que la période leur était pas favorable. On les a vus au Fige, ils sont un peu plus lancés, on espère que ça va se concrétiser. Le Discord, en tout cas, moi je l'invite parce que même si c'est pas forcément du contenu officiel, il y a quand même de quoi s'amuser. Il y a des scénarios, il y a des aides de jeu, il y a des clans qui sont présentés. Enfin, voilà, il y a beaucoup de contenu amateur, mais d'un très bon niveau. Donc voilà, je salue la communauté au passage. Un petit point que j'ai oublié sur la ligne littérale, un autre point noir de la V5, c'est que du coup, dans chacun des suppléments, ils vont te rajouter donc beaucoup de fluff, mais une bonne partie de règles aussi, d'options de création de personnages, comme des écoles, mais aussi des nouvelles techniques, des nouveaux avantages, désavantages, ce qui fait que c'est le bordel quand de nos jours tu veux créer un personnage. Tu dois t'avoir à chaque fois tes 3 bouquins ou tes 4 bouquins différents parce que tes joueurs vont toujours te dire je veux bien cet avantage. Ah putain, ouais, d'accord, quel supplément, quelle page. Et ça, mais non, mais là, j'en ai marre. Honnêtement, c'est très gonflant. C'est pour ça que je me dis, heureusement qu'ils ont du retard. Parce que si en plus je dois me taper 3 autres suppléments avec des règles à piocher à droite à gauche, c'est mort. Et bien, dans tous les cas, je vais remercier ta franchise, Jérôme. Ah ben, oui. Un peu d'accord avec toi sur certains points. J'ajouterais quand même que la V5
comme je l'ai déjà dit, graphiquement, c'est un bijou, il est magnifique. La mise en page est hyper soignée, sublime. La V4 est très belle. Un coin de ça, mais dans les très très beaux du jeu de rôle comme Amongo. Oui, tout à fait. Et je tiens à préciser parce que elle est sortie en 2010. Et pour moi, voilà, et pour moi, en 2010, c'était déjà du high level en termes de pagination, en termes d'illustration. Évidemment, ils se sont appuyés sur le jeu de cartes qui avait extrêmement bien marché, avec beaucoup d'illustrateurs, et voilà. Mais du coup, ça donne une version qui est extrêmement... on est plongé dans l'ambiance grâce à ces nombreuses illustrations qui sont de qualité. Et donc voilà, donc pour moi, certes, la V5, les illustrations sont magnifiques, vraiment, c'est incomparable, mais la V4 est déjà bien fournie pour l'époque. Et je dis pour l'époque, mais aujourd'hui, elle n'a même pas encore à rougir de sa qualité, quoi. Par rapport à d'autres bouquins, il n'y a pas de problème. Hein. En fait, qualitativement parlant, vous en aurez pour votre argent, dans tous les cas. Franchement, que Edge de ce côté-là, il n'y a rien à dire sur achète le bouquin, c'est superbe. Je vais vous remercier tous les deux. J'espère que nous aurons assouvi la curiosité de ceux qui ne connaissent pas la légende des 5 anneaux. On voudra peut-être donner envie de vous y mettre, de faire des parties. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Le petit pouce vers le haut. Tu voulais aborder un petit point, je te coupe, tu voulais aborder un point que tu as oublié. C'est dur. C'est que tu voulais mettre en avant, pour les joueurs distanciels, le travail sur le Foundry de la V5. Qui est juste magnifique. Oui. Alors, vu que tu m'as lancé, désolé, chers auditeurs, ça va durer un peu plus longtemps. Il m'a lancé sur ce sujet, il m'a coupé, je vais lui faire un petit coup bas. On va parler de la lisibilité TD. Hein, les dés de la V5 qui coûtent 13 € et qui sont super lisibles et qui ne coupent pas du tout l'action. Parlons-en, Jérôme. Écoute, sur le Foundry, le système Foundry... Sur le Foundry. Alors, non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord que le roll and keep de la V5, pour moi, c'est une des meilleures utilisations du roll and keep. C'est vraiment un vrai choix pour savoir quel dé tu vas garder, plus que juste délancer des D10. Mais il est très chronophage. J'en suis tout à fait d'accord. C'est le souci d'avoir un réel choix. Forcément, indirectement, il est plus chronophage. C'est sûr. Je te taquine, je te rassure. Non, mais je le reconnais. Mais juste pour moi, ça. Voilà. Si vous voulez jouer à la V5 de manière fluide, vous achetez la petite extension sur votre smartphone, vous le faites sur VTT. Là, franchement, il n'y a plus trop de défauts. Orion. Ouais, je voulais juste te dire, je vais complètement dans le sens de Jérôme, je me réunis avec lui et je vais t'expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure tu confondais mon prénom, mon pseudo et le sien, c'est parce que en fait je m'appelle aussi Jérôme et donc voilà pourquoi les Jérômes s'unissent. Donc j'ai envie de dire, les Jérômes c'est les meilleurs, donc les deux versions c'est les meilleures. Tout à fait. Et deux jouent à L5R. Tout à fait. Et je suis donc d'accord avec Jérôme. Le Foundry VTT, le système V5 est magnifique. Il a été très bien travaillé par les équipes. C'est ça, par les équipes pas tout seul, mais effectivement, Carter a beaucoup bossé dessus. Il y a d'ailleurs une chaîne qui est excellente, n'hésitez pas à aller voir. Ils ont beaucoup bossé dessus. C'est un système qui est beau, lisible, qui évite tout l'aspect chronophage. J'ai eu l'occasion de l'essayer avec Kokishin, qui est un collègue excellent qui fait des initiations. S'il y a des gens qui veulent débuter avec la V5 sur Discord, je recommande moi aussi Kokishin pour avoir eu un maître du jeu très beau. Tout à fait, et il sert sur Opal Rollist et quelquefois sur la Constellation, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Il vous initiera volontiers, il propose des tables très régulièrement à la V5, et du coup il utilise le Foundry de la V5 qui est magnifique. Voilà, donc je tenais moi aussi à rendre hommage à l'équipe française de la Fonderie qui avait développé ce système. De toute manière, l'équipe de la Fonderie, on les remerciera jamais assez. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ce Discord est génial. Si vous jouez sur Foundry VTT, alors je vais mettre le lien en description aussi. La constellation, je le mettrai aussi en description. Mais si vous jouez à Foundry VTT, allez sur le Discord de la Fonderie. Les gens sont des amours. Ils sont là pour aider et ils font un boulot remarquable. Voilà. Jérôme, une dernière chose à dire ou je conclue ? Écoute, un mot de la fin. Si vous essayez de découvrir S5R
V5 via un petit Tanuki. Je proposerai régulièrement des séances sur Time to Roll, une petite chaîne fort sympathique, avec toujours ce bon scénario d'initiation que j'adore faire, qui s'appelle le tournoi de Topaz. Et un autre dernier mot, parce que Rokugan, c'est un très bon univers, mais il ne faut pas avoir peur que ce soit du système de jeu, que ce soit V4, V5, ou de l'univers qui est dans Series. Car comme une très bonne amie à moi, du moins une très bonne connaissance sur le Discord, qui s'appelle Evinrude, a dit, à chacun son Rokugan, et ça, c'est une formule magique. Gardez-le à l'esprit, à chacun son Rokugan, c'est votre MJ, c'est les joueurs qui font vivre l'aventure. Orion, parce que très belle conclusion. Tout à fait. Non, mais il vient de citer Evinrude, qui fait partie des piliers de la communauté Edge. Donc, il y a pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que V4 ou V5, je m'amuse toujours autant à jouer à L5R, parce qu'effectivement, c'est un univers riche qui est très évocateur et dans lequel on peut vraiment varier les aventures. Donc, non, c'est vraiment Rokugan. Il y aura peut-être un jour une V6 et j'y jouerai encore. Non, la V6, elle existe, Orion, voyons. Oh. Non, ça c'est pas la V6, ça c'est une version alternative, c'est la 3.5 de DD. Très bien, comme vous l'auriez deviné, la conclusion est la même. Jouez comme vous aimez, amusez-vous avec les gens que vous aimez, mais surtout, ne vous arrêtez pas au regard des autres. Jouez comme vous aimez jouer. Je vous dis à bientôt pour un prochain versus ou un prochain aucun du point du jeu. À plus tout le monde.